chers étudiants, bonjour. Je suis très heureux et ravi de partager ces moments avec vous. Je tiens pour un premier temps à remercier bien évidemment l'Université privée de Marrakech pour cette invitation honorable. Et je remercie également les responsables, les professeurs, en l'occurrence c'est Lina Chouaï, c'est M. Arabi Safa et M. Khalid Hosni. Je me présente d'abord, mon nom est Moustapha Ameli, je suis professionnel du tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis également fondateur d'un établissement hôtelier sur la ville de Marrakech que je nomme Atlas Uniden. Et je suis également président de la commission tourisme durable au sein du conseil régional du tourisme de Marrakech. Je suis également fraîchement élu, on va dire secrétaire général de l'association d'industrie hôtelière de Marrakech, l'AIH, et je suis également membre du comité consultatif du groupement interprofessionnel d'aide au conseil GIAC Tourisme. L'autre casquette, c'est que je suis également formateur et consultant en métier de l'hôtellerie. Je suis également un consultant en e-tourisme et communication digitale et enfin consultant en management des organisations, mais surtout des organisations liées au secteur du tourisme et de l'hôtellerie, qui est un secteur bien évidemment bien vaste de sa part son écosystème. Je dois vous avouer que au début je devais préparer en fait une présentation on va dire digitale, numérique, sur laquelle vous avez peut-être des slides et je m'étais dit en ma qualité auparavant d'étudiant, on appréciait souvent cette pratique de partage d'un professionnel. À chaque fois qu'un professionnel justement intervenait, on appréciait plus aussi, parce qu'on avait plutôt tendance à s'inspirer. Et je préfère justement le mot partage parce que, en fait, il y a une citation qui me tient toujours beaucoup à cœur. C'est une citation d'un grand monsieur, enfin grand par sa notoriété, parce qu'il est plutôt jeune par son âge. Il a à peine 35 ans. C'est un écrivain, c'est un scientifique, c'est un mathématicien, c'est un franco-algérien qui, dans l'un de ses beaux ouvrages, intitulé Libérer mon cerveau, disait la citation suivante: quand on partage un bien matériel, on le divise. Et quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Pour faire simple, je prends un morceau de chocolat, je le partage avec l'un ou l'une d'entre vous, je n'aurai plus que la moitié. Plus, pour ne pas dire pire, je rajoute aux autres personnes, je n'aurai plus que le quart, on va dire. C'est-à-dire dans la première option, les 100% que je possédais ne deviennent plus que 50%, et dans la deuxième option, les 100% ne deviennent plus que 25% pour moi. En revanche, ce que je viens de partager avec vous comme citation, comme ouvrage, en fait, ça va peut-être créer une certaine curiosité, si vous voulez, de la part de chacun d'entre vous, pour aller peut-être chercher de quoi cet ouvrage parle, et ça va peut-être aider peut-être d'autres personnes à changer complètement leur mindset pour peut-être pratiquer d'autres choses. Donc ce que je voulais dire par ceci, c'est que je préfère vraiment partager avec vous plutôt des expériences que de partir sur des slides. Donc, je préférais partager d'abord, en un premier temps, mon parcours professionnel. De toutes les manières, ça a démarré il y a une vingtaine d'années aujourd'hui, précisément quelques 21 mois, où j'avais le premier poste que j'occupais, c'était dans le front desk. À la réception, c'est-à-dire j'étais réceptionniste. Je n'aime pas dire un simple réceptionniste, parce qu'on a tendance de dire on a commencé du bas de l'échelle. Je n'aime pas cette expression parce que je trouve qu'elle est plutôt insultante pour ceux qui exercent ce métier en ce moment. Donc je dis plutôt que j'ai commencé par le commencement. Pourquoi? Parce que ce poste, en fait, pour moi c'est un poste clé. Moi, le service de l'hébergement, d'une manière générale, je l'appelle plutôt un poste de commande. Le PC, c'est le poste de commande de l'établissement, parce que d'abord, quand le client arrive, évidemment que la première personne qui est en contact avec ce client, c'est justement le front desk. On a une réclamation, on va s'adresser à la réception. On a une demande, on va s'adresser. Donc c'est un poste très très important. Et puis il y a cette partie d'échange que j'aime bien évidemment, cette partie
de convivialité surtout, et c'est parti du sens du service. C'est un poste que j'ai occupé pendant quelques années, et petit à petit, je voyais justement des choses qui pourraient être mieux. Évidemment, on n'est pas toujours parfait, n'importe quel établissement. Et c'est à partir de là que d'ailleurs, je dois vous avouer que si aujourd'hui je suis arrivé à ce poste, ça n'a jamais été dans mon rêve. C'est plutôt, ce sont des choses qui sont venues par la suite, parce que petit à petit, j'ai été convaincu d'une seule chose, c'est que les rêves ne sont que des objectifs à réaliser. Et donc, petit à petit, je commençais à fixer des objectifs. Et donc, le premier objectif, c'était justement d'être plutôt peut-être un chef de réception. Ça devait passer par un certain nombre d'étapes, notamment un premier réceptionniste. Donc, c'est le premier poste de responsabilité, entre parenthèses, si je peux dire, que j'avais pris parce que tout de suite, vous avez la responsabilité d'un shift. D'accord ? Et ça commence déjà. Et puis là, c'était une satisfaction parce qu'il y a des choses, justement, que vous voyez qui ne fonctionnaient peut-être pas comme il se doit, mais après, c'est à vous de, justement, mener ces changements. Donc, évidemment, que je suis toujours dans le front desk, mais petit à petit, j'ai encore, justement, travaillé sur un poste beaucoup plus prometteur, c'est-à-dire le chef de réception. Là, c'est un poste que j'avais pris uniquement par intérim, si vous voulez, pendant quelques mois, parce qu'il y avait ce service de commercial qui m'intéressait beaucoup. Vraiment, parce que donc, je prenais par exemple les dossiers physiques de la part du service commercial et ça a monté une certaine curiosité pour savoir justement comment ça fonctionne, et c'est à partir de là que je m'étais orienté vers le commercial, et tout de suite, après quelques mois, j'ai eu une promotion, c'est d'être justement responsable du service réservation et commercial, où j'ai pu justement j'ai pu plutôt appris d'autres choses, du métier, ça me parlait de l'allotement, d'autres, donc ça, ce sont des détails qu'on pourra voir si on a un peu de temps. Mais voilà, donc c'est un poste que j'ai occupé pendant quelques années aussi. Et par la suite, vous savez, donc vous êtes encore une fois avec cette curiosité de toujours faire mieux, tout simplement, parce que pour évoluer, évidemment, il y a des choses, il y a des actions d'amélioration qu'on doit apporter à chaque fois. Et puis, donc, le poste du commercial, si vous voulez, donc ça vous permet justement d'acquérir plus d'expérience, voire autre chose. Et par la suite, j'ai été promu comme directeur d'hébergement. Et là, c'est une autre responsabilité parce que c'est plutôt le numéro 2, on va dire, de l'établissement. Sachant que le premier poste du directeur d'hébergement, c'était dans un établissement où la partie hôtellerie est sous ma responsabilité. Commençons par d'abord le recrutement du personnel, des collaborateurs, en passant par la mise en place des procédures, parce qu'on était dans une phase d'ouverture, donc il y avait tout un travail. Ça a pris pratiquement 5 ans, un peu plus de 5 ans. Et comme je suis une personne qui n'aime pas la stagnation, donc après 5 ans et demi, je pensais que, bon, peut-être le seuil alors on va parler de rentabilité, mais ce que je voulais faire pour cet établissement a été fait. C'est à partir de là, parce qu'encore une fois, dans cette optique de faire toujours mieux, je m'étais dit, il est temps de prendre justement la responsabilité ou un poste du top management. C'est à partir de là que j'ai justement une proposition plutôt, j'ai postulé et j'ai pu prendre la direction générale d'un établissement où je suis resté pendant plus de 5 ans et demi. Dans cet établissement, encore une fois, il y avait la partie ouverture, donc c'était plus ou moins une passion par la suite, parce que bon, je faisais ça auparavant, mais après vous avez toute la responsabilité de l'ensemble de l'établissement. C'est là où on a commencé par le recrutement justement, encore une fois, des collaborateurs, la mise en place des procédures, et ça a pris encore une fois 5 ans et demi, on pourra voir le détail peut-être si on a un peu de temps, mais après 5 ans et demi, encore une fois, je m'étais dit, là il y a peut-être quelque chose, il faudra peut-être faire mieux. Et je reprends une autre citation d'un grand entrepreneur qui nous a quittés il y a quelques mois, c'est un certain Pedra Tapi. Si, je vous invite d'ailleurs à aller voir ses
ces vidéos, qui disait le plus important, c'est pas de réussir dans la vie, le plus important, c'est de réussir sa vie. Et moi, j'ai pris ça, je m'étais dit, bon, le plus important, malgré tous les hauts et les bas que j'ai eu dans différents établissements, je m'étais dit, le plus important maintenant, c'est pas de réussir dans un projet, c'est de réussir mon projet. C'est à partir de là que je me suis converti en entrepreneur, c'était dans le début de l'an 2000. Et je pense que là, vous imaginez un peu ce qui s'est passé. En fait, je crée mon entreprise au mois de janvier. Je fais l'ouverture de l'établissement au mois de février. Je commence déjà à accueillir les premiers clients en profitant d'un portefeuille très important dont je possédais. Et hélas, vient cette fameuse crise inédite. En fait, pour tout vous dire, il m'est arrivé comme comment dirais-je, comme c'était en 2020, effectivement, en 2020. En fait, il m'est arrivé comme, comment dirais-je, c'est comme le juif ou le chrétien qui se convertit en islam et puis on lui a dit le lendemain c'est le ramadan. Voilà, je n'ai rien contre les religions, mais c'était ça. Donc c'était très compliqué. Je dois vous avouer que c'était très compliqué parce que vous dites pas le jour où vous allez vous convertir en entrepreneur, voilà ce qui se passe. Donc, alors, mais tout cela, moi je pense que c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que ça a mis une autre pression sur les amis, une autre pression. Et je m'étais dit, de toutes les manières, le cycle de vie d'une entreprise passe par des moments difficiles. Autant de commencer par une crise, parce que je pense que pire, je ne ferais pas l'imaginer. Eh bien, c'est là où j'étais obligé, on était obligé avec le collaborateur, de justement te dire, tiens, il faudra s'adapter. Bon, avec n'importe quelle situation, il faudra s'adapter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer? Non. Le contraire, on a justement pratiqué tout ce que, et là j'arrive justement à la thématique de cet échange. Moi, je préfère l'appeler plutôt un échange. Justement, comment doit-on justement s'adapter avec une telle situation? Les frontières sont fermées, mais il y a peut-être des choses à faire. Alors, évidemment qu'on a un marché domestique très important, qui représente quand même 30% de l'activité du secteur du tourisme, je parle du marché national, mais aussi qu'il y a toute la partie digitale qui est indispensable. Aujourd'hui, on le sait que le digital prend une évolution exponentielle, eh bien, on s'était dit que maintenant que les compteurs ont été remis à zéro, en fait, on a dit plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire l'ensemble des établissements enfermés, eh bien, c'est comme si tout le monde va réouvrir ces établissements d'un seul coup, sachant qu'un certain nombre d'établissements n'ont pas pu réouvrir un autre jour. Nous, on a eu le courage de rester ouverts. Ce qui nous a permis, en fait, de rester d'ailleurs, de rester visible, c'est le plus important. Et puis, il y a cette partie de l'algorithme qui, justement, aide aujourd'hui dans le référencement des établissements. Donc, on a accompagné ceci par une communication digitale comme il se doit, c'est-à-dire on a fait justement animer nos réseaux sociaux, surtout, on est très présent sur Facebook, mais surtout sur Instagram, en créant des activités qui, justement, auparavant étaient destinées à une clientèle internationale. On s'était dit, c'est une activité qui peut intéresser notre clientèle nationale également. Eh bien, je vous donne un petit exemple. Je me souviens, pendant le fait de l'écrire, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait comme activité pour les nationaux? Je dis bien pour les nationaux. C'était de la fauconnerie, un show de fauconnerie. C'était de la calligraphie arabe. C'était justement des activités. En fait, ce sont des activités culturelles, mais que tout le monde s'intéressait par ces activités. Mais on a surtout, enfin, le plus important, évidemment, c'était pas uniquement ces activités, mais la façon dont on va essayer de capter cette clientèle. Et la façon, c'était de la communication digitale, notamment sur les réseaux sociaux. On a beaucoup travaillé sur la réputation de notre établissement. Nous avions justement une note de 9, on a une note de 9,1 sur Booking.com, qui était pratiquement 9,3. Et notre fierté, c'est que je me souviens, on était évidemment obligé de s'adapter avec
cette pratique du stop and go. Vous voyez, donc on va fermer les frontières, on est obligé de s'adapter. On va ouvrir les frontières, on va encore une fois s'adapter. Eh bien, notre fierté, c'est qu'il y avait des clients étrangers qui faisaient leurs réservations depuis l'aéroport de Charles de Gaulle, par exemple, le jour même. Pourquoi? Parce qu'on était complètement sur la première, je ne dirais pas les premières pages, mais la première page sur Booking.com, qui est bien évidemment le leader des hôtelleries. Et ça, pourquoi? Parce que d'abord, on a pris le courage de rester ouvert. Deuxièmement, on a travaillé sur la qualité de service. Donc, il y avait vraiment comment dirais-je, les petits soins pour l'ensemble de nos clients. Et puis, surtout, ce service qui a transformé cette satisfaction en commentaire. La première des choses, c'est que je réunis l'ensemble de mes collaborateurs pour leur dire la chose suivante. La réputation dépend de nous tous. D'accord? Parce qu'en fait, un client qui va nous donner une note sur n'importe quelle plateforme, eh bien parce qu'il est satisfait de quoi? Il est satisfait par le jardin, par exemple. Donc le jardinier fait partie des personnes qui vont justement nous aider à avoir un accueil personnalisé. Je dis bien personnalisé. Mais le plus important dans ce contexte exceptionnel, c'était pas. C'est-à-dire qu'auparavant, les clients étaient plutôt attentionnés par la qualité de l'accueil. Ça s'est plus ou moins transformé parce que les gens étaient plutôt très soucieux par rapport à la sécurité sanitaire. Donc ça, on voyait justement sur les commentaires, c'est que ces gens, voilà, on respecte évidemment la distanciation physique et autres. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Et puis ça a été expliqué aux clients. Quand ils arrivent, on a par exemple 2 salons. Écoutez, on va demander à nos clients, voilà, de choisir par exemple une table. Voilà, ça va être notre table pendant le séjour, parce qu'on va, enfin, la distanciation physique qui nous est imposée nous oblige en fait justement à respecter un certain nombre. Et ça, les gens l'apprécient beaucoup. D'autant plus qu'on a d'autres. En fait, on a différents types d'hébergements. Voilà, par exemple, les villas, et bien les clients, même si normalement on devrait mettre un supplément pour ceci. Nous, ce qu'on faisait, c'est quelque chose qu'on offre en client, ce service personnalisé, c'est-à-dire que le service restauration est fait dans ces villas. D'accord? Et ça, évidemment, tout de suite, nos clients sont enchantés et ça nous aide bien évidemment à avoir mais je pense que le plus important, c'est d'essayer d'impliquer l'ensemble des collaborateurs. Ça ne dépend pas d'une personne ou d'une autre, donc tout le monde est conscient. Mais par contre, il y a un suivi que nous menons bien évidemment. Chaque fois qu'il y a un bon commentaire, on va le partager avec l'ensemble des collaborateurs. Et quand on a une note qui n'est pas satisfaisante, eh bien on va essayer de travailler, on va prendre ceci comme une opportunité pour travailler sur justement ce qui ne marche pas. Parce que bon, c'est très bien d'avoir de bonnes notes, mais à partir du moment où vous avez une mauvaise note, il faudra travailler sur ceci. J'espère que j'ai répondu sur cette question. Il y a un autre point. Sur le plan technique, sur le plan technique, oui. Vous procédez. Alors, oui, effectivement. Écoutez, il y a évidemment ce qu'on appelle, enfin, le marketing de contenu, c'est très important. Eh bien, on prend en fait, on fait des mises à jour des photos. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement l'algorithme va prendre en considération les pages qui sont plutôt visibles, mais plutôt actives. D'accord? Vous allez mettre des nouvelles photos, l'algorithme va prendre ça en considération. En fait, vous allez travailler sur le yield management. Donc, rien que des fois, il suffit même pas de changer le prix. Peut-être on va, quand je dis pas changer le prix, c'est-à-dire ajouter peut-être 50 dirhams, pas plus. Et le fait juste de toucher à ceci, vous avez un certain référencement qui va, enfin, l'algorithme va le prendre en considération, et puis votre page est plutôt ça devient très actif en fait, et visible surtout. Et bien évidemment, la réputation parce que ça sort. Bon, mais il y a des clients qui vont chercher des établissements à partir sur le filtrage. On va filtrer les établissements qui ont une note par exemple de 9 et plus. Ça, eh bien, quand on travaille sur ceci, eh bien, on a juste, enfin, on est sur la première page, mais il y a aussi
la gestion des retours, c'est-à-dire vous recevez un commentaire, on est obligé de répondre sur ce commentaire. D'ailleurs, c'est une sorte de reconnaissance pour les clients qui ont pris la peine de justement nous écrire ce commentaire. Voilà. Je sais pas où j'étais, mais de toutes les manières, j'allais justement finir par ceci. Donc, ce que nous avions mis plutôt pour s'adapter, justement, d'abord une meilleure qualité de service dans les petits soins, mais surtout une communication, je dirais, digitale qui a accompagné justement cette transformation d'ailleurs du secteur qui dépend plus ou moins aujourd'hui du digital, parce que voilà, vous pouvez avoir le meilleur endroit du monde, mais si vous n'avez pas une bonne communication qui suit votre stratégie, malheureusement, il n'y a que vous qui allez pouvoir visiter votre établissement. Voilà, de ma part, j'ai un peu résumé mon intervention sur ceci et je suis à votre entière disposition si vous avez des questions. Sur vos questions, alors en fait, moi je parle de deux choses. Évidemment qu'aujourd'hui on parle de l'expérience client. Alors moi, l'expérience client, je la résume en une approche, ce que moi j'appelle l'approche de la part, c'est-à-dire avant, pendant et après. D'accord? Moi, avant que ça devienne de l'expérience client, c'est d'abord une expérience utilisateur. D'accord? Parce qu'il n'est client qu'à partir du moment où il arrive à convertir sa recherche. C'est-à-dire, quand le client est en train de chercher, enfin de surfer, on va dire, sur Internet, il est toujours utilisateur. Mon rôle, c'est que je puisse avoir justement la conversion, c'est-à-dire la transaction finale. C'est à partir de là qu'on peut parler d'une expérience client. Mais pour réussir l'expérience client, il faudra réussir l'expérience utilisateur. Par le contenu, c'est très important. Évidemment que l'ensemble des clients ont été attirés, pas par le site surtout, c'est plutôt par les réseaux sociaux. Maintenant, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de sponsoriser. Et là, c'est un calcul à faire. Vous savez, vous mettez 200 dirhams, pas plus, sur une période de 3 ou 4 jours, et vous avez, de toute manière, vous avez les statistiques. Vous avez un rapport sur la page qui va vous donner justement voilà, combien de personnes vous ont visité. Mais après, c'est là où il faut qu'on est dans une approche purement marketing. Quelle est ma cible? Moi, par exemple, je ne peux pas juste poster comme ça. Nous, on va choisir le moment où les frontières étaient fermées. Nous, la cible, c'était une clientèle nationale. Et bien, on va cibler Casa, mais après, pas Casablanca, tout Casablanca, parce que si vous mettez Casablanca, en fait, vous perdez malheureusement de l'argent. Je vais citer, par exemple, le quartier, un tel quartier, et voilà, zonage, effectivement. Rabat également, mais par contre, il y a une chose, d'ailleurs, sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Moi, il y a un segment qu'on avait peut-être oublié. Un segment qui, juste après le confinement, vous vous souvenez tous, c'est vrai qu'il y avait le déconfinement, mais à un moment donné, il y avait Marrakech qui était pratiquement fermé. Il y avait 2 villes sur le Maroc, il y avait Tanger et Marrakech, parce qu'il y avait plus de cas. Eh bien, moi, je m'étais dit, il y a un segment avec un potentiel énorme. C'est le segment Marrakech local. Vous en faites partie. J'avais le plaisir justement de recevoir M. Jouet en tant que client, mais c'est ça. On avait ciblé justement cette clientèle qui, parce qu'en fait, d'abord, je pense que le produit est adapté. Pourquoi? Parce que quand on a une villa avec sa propre piscine, je pense qu'on ne peut pas rêver d'avoir mieux. D'ailleurs, ça répond à un besoin énorme, et puis on a l'intimité, notre intimité, et autres. Mais tout ce que je veux dire, il n'y avait pas que les villas, mais même dans la partie hôtel et la partie bungalow, justement, on avait cette clientèle. Parce que faute de disponibilité, vous allez devoir les orienter vers ce qui est disponible. Donc, justement, le plus important dans tout cela, c'est qu'en fait, ce sont les réseaux sociaux, mais en fait, tout est lié, c'est-à-dire, parce que qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va orienter les clients vers notre site internet pour réserver. Et bien, sur le site internet, il faut qu'ils trouvent un maximum d'informations. Le post sur Facebook ou sur Instagram, par exemple, c'est une information. On va vous
dit, voilà, on fait des promotions, visitez notre site internet, et c'est le site internet qui doit réussir cette expérience utilisateur. Plus important quand la personne est sur votre site internet, c'est qu'ils arrivent à ce qu'on appelle le call to action, qu'ils puissent réserver. Voilà, donc c'était plutôt le marketing de contenu, mais il y a aussi le bouche à oreille, c'est très important. Vous savez, votre client, une fois qu'il est satisfait, il devient votre ambassadeur. Il devient, je dirais, même votre prescripteur. Mais il faudra évidemment réussir son expérience sur place. Cette approche à pas dont je parlais, évidemment, qu'avant, il faut que la transaction soit d'une manière fluide, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse réserver en 2 secondes, en 2 clics, en 3 clics, et puis une fois qu'il est sur place, il faut un accueil. Là, on est dans le pendant. Hein, donc avant, c'est justement, il faut que la transaction soit d'une manière fluide. Après, le pendant, c'est quand il arrive un accueil personnalisé, un service évidemment extraordinaire, et puis après, c'est ce que les centrales de réservation font, c'est qu'eux, ils vont envoyer un message au client pour lui demander de mettre une note. Nous, on fait pareil, on va envoyer un mail. Eh bien, on va utiliser, encore une fois, il y a des plateformes qui vous aident. Il y a, par exemple, je vous donne la plateforme Mailchimp. Eh bien, pareil, il vous permet justement de gérer votre base de données. Eh bien, le client, quand il va partir, on va sélectionner juste la donnée pour le remercier d'avoir justement choisi notre établissement pour passer son séjour. Et puis, s'il peut nous mettre un commentaire sur TripAdvisor, par exemple, ou autre. Voilà, donc le bouche à oreille, certes, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de clients, justement, qui nous appellent parce qu'il y a leurs amis qui étaient chez nous. Donc, et la communication digitale, évidemment, le service qui doit suivre, et le bouche à oreille par la suite. Au départ, je le faisais moi-même. Comme je dis au départ, parce que je venais juste de commencer, eh bien, il fallait s'adapter également. De formation marketing également, parce que j'ai un master en marketing de communication commerciale, mais moi, ce que j'aime toujours, en fait, j'ai une passion, c'est de faire grandir les gens. D'accord? Moi, on a un service marketing, j'ai même un community manager. Eh bien, ce community manager, c'est en fait un stagiaire. Pourquoi je dis que j'ai ma passion, c'est de faire grandir les gens? Parce que on m'a toujours sollicité pour des postes auparavant, du commercial. Je n'ai jamais refusé, parce qu'en fait, on a tendance, malheureusement, à refuser d'accepter des stagiaires dans ce poste parce qu'on a besoin, on a peur des secrets, on a peur des bases de données et autres. Moi, j'ai une autre approche. C'est-à-dire que la base de données d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. D'accord? Eh bien, celui qui sait exploiter cette base de données, eh bien, avec grand plaisir. Donc, c'est un stagiaire que j'avais. En fait, lui, il était en fin d'études. Et donc, il cherchait un stage de fin d'études. C'est un master en d'ailleurs. Et j'étais son encadrant pendant son encadrant justement de mémoire, justement. Et puis, au début, donc, pendant les 3 mois, parce que c'était vraiment 3 mois de stage, eh bien, on a travaillé, on a mis en place un plan d'action marketing. D'accord? Sur lequel, d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure des promotions que nous avons faites pour la fête de l'Aïd, eh bien, ça faisait partie de tout un plan d'action sur lequel on avait dit, voilà, tiens, on va cibler cette clientèle. Si toutes les frontières sont fermées, on va cibler notre clientèle, mais il y a vraiment un plan d'action très précis. On a suivi d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai fait appel, parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est de croire qu'on peut tout faire, qu'on est connaisseur de tout, qu'on sait tout faire. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit, j'ai fait appel à une autre personne que je connais, qui nous a aidé à élaborer ce plan d'action. Parce que bon, on sait des choses, mais il y a peut-être quelqu'un qui pourra nous donner une valeur ajoutée. C'est une personne qui l'a fait de toutes les manières. Il s'est proposé d'ailleurs, une grande personne, qui justement s'est proposée pour nous aider dans l'élaboration de ce plan d'action. Donc elle l'a alimenté, on l'a mis en place, on l'a suivi. Eh bien, il a bien réussi sa tâche, il a bien réussi sa période de stage, il a tout de suite été embauché. Il était d'abord intéressé par le poste, parce que justement, moi je fais des points, si vous voulez, avec des collaborateurs. D'ailleurs, je pense qu'il y a voilà, tiens, il est là.
Osli avait, je ne sais pas si l'opportunité ou le plaisir peut-être, d'effectuer son stage parmi nous, il pourra en témoigner. Moi, je fais des points avec moi comme mes collaborateurs. Et donc, j'ai fait des points avec lui pour demander d'ailleurs, parce que moi, c'était un bon profil. Le community manager que j'ai en ce moment, c'est un très bon profil. Après, il faut savoir, est-ce qu'il est intéressé? Parce qu'on a besoin des personnes qui sont à la fois impliquées, productives, mais surtout engagées. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va chercher la personne, évidemment, adéquate. Eh bien, il était plus que engagé, il était plutôt très intéressé. D'accord? Eh bien, on a trouvé un compromis, donc il a démarré. Eh bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ce service marketing, et lui, il est à la fois community manager et notre marketing. Je sais, ma première question concerne ce point, c'est sur ce saut qualitatif que vous avez fait, parce que ce n'est pas évident d'avoir une expérience d'une vingtaine d'années comme salarié. Vous l'avez bien illustré, toutes les étapes que vous avez franchies pour arriver à un directeur d'hôtel, et tout en restant toujours, je veux dire, un salarié, ça veut dire vous travaillez au compte d'un propriétaire. Et parce que je vous connais aussi assez très bien, avec des conditions de travail très intéressantes et des rémunérations très intéressantes, mais en même temps, vous avez fait ce saut qualitatif d'aller à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de créer votre propre projet. Une chose qui n'est pas facile de laisser le confort, parce que c'est un confort. Quand vous travaillez pour quelqu'un, c'est un confort. Vous avez un salarié à la fin du mois. C'est-à-dire, oui, vous faites votre travail jusqu'à une certaine heure, une heure de la journée, après vous partez chez eux, mais chez vous. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est une autre dimension. Oui, si vous pouvez revenir un petit peu sur ce passage, ce saut qualitatif que vous avez fait, quelles étaient vos motivations? Est-ce que c'était pas une certaine pression, des pressions de salariat, ou vous avez des aspirations de l'entrepreneuriat? Donc, si vous pouvez revenir un petit peu sur ce point. La deuxième question, c'est parce que vous êtes entrepreneur, manager de structures hôtelières, mais aussi d'événementiel. Parce que comme on a des étudiants ici qui s'intéressent beaucoup à l'événementiel, et si vous pouvez nous dire un petit peu les traits de personnalité, le caractère d'abord d'un manager de structure hôtelière de façon générale, comment doit être ce manager, et comment doit être aussi ce manager de projet événementiel. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a une différence? Donc, c'est ça, ceci. Les deux petites questions. Merci à vous. Merci. Avec plaisir. Oui, c'est je vous laisse Simstava tout d'abord pour remercier pour ce témoignage, pour cette présentation très très intéressante, surtout pour les étudiants, qui est source d'inspiration. Source d'inspiration, l'inspiration qui est aussi qui est un élément très très important dans le parcours professionnel. Et on dit qu'il faut de l'inspiration, et aussi il faut beaucoup de transpiration. On dit 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Voilà pour bien gérer sa carrière. Et Moustapha, personnellement, j'ai travaillé avec lui, et justement, il a attesté, il a témoigné de beaucoup de rigueur, de sérieux, et beaucoup de transpiration surtout, pour pouvoir être un directeur général et pour pouvoir diriger et fonder une société. Alors, ce que je voulais dire, pourquoi j'ai interrompu Sirabé dans sa question, je voulais, Moustapha, puisque je connais très très bien votre histoire et votre parcours, que vous partagiez avec nous vos moments de transition d'un poste à un autre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont marqué, je sais qu'il y a beaucoup d'anecdotes à partager avec nous, qui ont marqué en fait vos passages avant
de nous parler de votre expérience de manager. Voilà, justement, dans la Sweden, par la suite, événementielle. Merci. Très bien, merci beaucoup pour vos témoignages, en tout cas, qui me font vraiment chaud à cœur. Oui, vous ne nous donnez pas de choix, donc je vais commencer par la question de ces règles possibles. Alors, ces passages, en fait, c'est très simple. Je vous donne, par exemple, je vous donne un exemple. Alors, quand j'étais justement premier réceptionniste, la première des choses ce qui va me... Micro, vous m'entendez? Ah, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens, pour passer justement au poste de chef de réception, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je prends cette responsabilité de chef de réception sur par intérim. Et puis, c'est vrai qu'il y a une chose que je n'oublierai jamais. Il y avait un rapport qu'on devait envoyer au siège. Je ne vais pas nommer justement l'entreprise. Il y avait un rapport qu'on devait envoyer tous les lundis. D'accord? Alors ce rapport, évidemment, pour l'envoyer, il a fallu une certaine formation. Moi, par curiosité, encore une fois, j'étais vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce service. Eh bien, je prends le poste, si vous voulez, je me souviens, c'était en milieu de semaine, pratiquement un jeudi, mais lundi, je devrais déjà envoyer ce rapport. Croyez-moi, à 9h30 du matin, je reçois un coup de téléphone du siège pour me remercier d'avoir envoyé le rapport à temps et comme il se doit. D'accord? Donc ça, c'est une sorte de motivation. Maintenant, les anecdotes, moi je me souviens une fois, j'avais, bon ça n'a rien à voir peut-être, j'avais en fait, j'étais sur la ville d'Agadir et puis je voulais postuler. Et j'arrive dans un grand établissement, je ne sais pas, il y a une grande quinzaine d'années maintenant, et j'arrive avec ma sacoche à la réception. Je demande justement à rencontrer le directeur général. Bon, la réceptionniste, une jeune dame qui me, voilà, de la part de qui je lui dis, bah, écoutez, vous me dites quelqu'un du domaine. Est-ce que le domaine royal? Et je ne sais pas. En tout cas, c'était comme ça la réponse. Et puis, bon, il demande justement au directeur, il m'accueille à bras ouverts. Parce que bon, voilà, j'arrive et je suis vraiment désolé du directeur, mais je suis là uniquement pour postuler. Il me dit, j'aurai un poste immédiatement, je vous le procure sans condition. Je dois avec les conditions qu'on va peut-être négocier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne va justement m'orienter immédiatement vers une autre personne qui, de toute façon, va me procurer le poste dont j'avais besoin, enfin le poste que je cherchais. Et voilà, une des anecdotes voilà, que je voulais partager avec vous. Mais ce passage, en fait, à chaque fois, je pense qu'il y a une certaine comment dirais-je, ambition que j'avais à chaque fois. Je n'aime pas je n'aime pas la stagnation. En toute sincérité, moi, les différents postes que j'ai pris, c'était pour moi des missions. C'était ça, en fait, pour moi, je prends un service, mais pour moi, c'est une mission. Je travaille comme si je travaillais pour un projet. J'ai un début, j'ai bien évidemment le pendant, et puis j'ai justement des résultats qui m'attendent. Une fois les résultats sont plus ou moins atteints, c'est à ce moment-là que avec juste à la fois l'ambition et l'enthousiasme, j'essaie justement de décrocher un autre poste. Maintenant, passer de l'entrepreneuriat au salariat, du salariat, pardon, à l'entrepreneuriat, c'est là. Parce que c'est important pour eux, le passage, premier réceptionniste, chef de réservation. Déjà le fait de penser à cette évolution, comment ça a été fait, et comment vous avez postulé, est-ce qu'il y a quand même justement, est-ce qu'il y avait des recommandations? Parce qu'on sait très bien quand on travaille avec des supérieurs, par la suite, quand on est arrivé qu'on a marqué le poste, on est recommandé. Et ça, c'est important pour eux. Donc, le fait de prendre aussi le risque, sachant qu'on travaille avec des personnes qui sont restées, qui ont gardé leur poste, après 10 ans, ils ont toujours le même poste. Et vous avez évolué.
Effectivement, moi je me souviens, encore une fois, je ne vais pas citer, j'étais dans ce poste justement de la réception et je suis parti justement pour être un premier réceptionniste. Il y a des personnes qui étaient là. Et au bout de 15 ans, je vous dis au bout de 15 ans, ces personnes sont toujours dans ce poste, malheureusement. J'y viens malheureusement pour eux, en tout cas, ce n'était pas ma façon de voir les choses. Des recommandations, certes, en fait, j'ai été même débauché par d'ex-directeurs, si vous voulez. Donc, il y avait un directeur justement qui était dans un établissement. Bon, moi je pars dans un autre établissement, il y a un directeur qui revient au Maroc, et bien, il va en tout cas me débaucher de cet établissement pour me donner un autre poste de responsabilité. D'accord? C'était comme ça. Donc, la recommandation, oui, mais surtout, comment dirais-je, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Moi, je tenais toujours à évoluer, chercher toujours de nouvelles horizons. Et je pense que cela, en fait, c'est pas juste là. Alors, quand est-ce qu'on va vous recommander? Eh bien, par rapport à votre travail, bien évidemment. Quand on voit l'ambition que vous avez, quand on voit le travail que vous menez, eh bien, ce sont des choses qui vont aider justement la personne qui va vous recommander. Encore une fois, j'ai été débauché à plusieurs reprises par des ex-top managers. Et voilà, c'était plus ou moins ainsi. Je voudrais juste répondre justement à ces rapides. Alors, c'est dans cet état d'esprit d'évolution, c'est dans cette, comment dirais-je, encore une fois j'avais dit, je n'aime pas vraiment la stagnation. Au bout de 5 ans et demi, quand j'étais DG, à un moment donné, je pensais, vous savez, j'arrive à l'établissement, il a été ouvert depuis 9 mois. Donc il y avait tout à faire. Au bout de 5 ans et demi, on est devenu une référence. D'ailleurs, et c'est là où je vais revenir sur la partie événementielle. Alors, en faisant justement en mettant en place cette stratégie marketing, l'établissement était quand même loin de la ville, bonne trentaine de kilomètres, et il fallait travailler sur une segmentation. Alors, de la clientèle nationale, ce n'était pas possible, parce que bon, j'ai fait un peu des études sur ça. C'est une clientèle qui viendra pendant le week-end, et bien le problème, c'est que durant tout le milieu de semaine, vous serez plutôt fermé. Ce sont vraiment des études qui ont pris un peu de temps. Je m'étais dit, voilà, il y a quand même un segment sur lequel on va travailler, c'était le segment événementiel, spécialement les mariages, à l'international. C'est pas au niveau national, mais plutôt à l'international. Eh bien, c'était les mariages, c'était les fêtes privées, mais c'était des séminaires de comité de direction, parce qu'en fait, la capacité en ligne était un peu limitée. Eh bien, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on ne s'est pas trompé de choix, parce que finalement, on est à plus de 60% sur l'événementiel. Encore une fois, on est devenu pratiquement une référence par rapport à ça. Il y a des fois où, sur le mois de septembre, on a fait 4 week-ends de complets, 4 week-ends complets sur un mois. C'est-à-dire, vous avez le week-end, évidemment, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, complet, week-end d'après, week-end d'après. Donc ça montrait qu'on ne s'est pas trompé, que le choix était bien fait sur l'événementiel. Et parce que c'était d'un potentiel énorme. Parce que tout de suite, vous avez un taux d'occupation de 100%, mais vous avez surtout des packages que vous allez intégrer directement. C'est-à-dire, on parle évidemment, vous êtes les futurs hôteliers, les futurs managers, on parle de la pension complète également, c'est ce qu'on imposait presque pour cette clientèle. Et bien, à la fois, vous avez un taux d'occupation qui est très important, vous avez un prix moyen très important aussi, et surtout, vous avez ce qu'on appelle des extras que vous allez inclure justement dans les packages. Ce qui fait qu'on était orienté sur ce segment de l'événementiel, sur lequel on a pu avoir justement de l'expérience, je dirais même par la suite de l'expertise, parce qu'on a pu concurrencer des établissements vraiment de renommée, qui ne s'attendaient pas à avoir un concurrent qui s'est né du jour au lendemain, et la capacité litière n'était absolument pas la même. On était sur une quarantaine de lits, alors qu'ils étaient sur une centaine carrément. Et nous, on avait la fierté de dire, voilà, il y a des événements que nous allons
justement avoir, mais en logeant les gens dans d'autres établissements, parce que le cadre secret, eh bien, voilà, encore une fois, c'est ce qui nous a orienté vers la partie événementielle. Quand je crée mon établissement, je trouve que j'ai un potentiel énorme. Je suis sur un domaine de 5 hectares, je commence pas de souci. Eh bien, la bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, c'est que après le déconfinement, on a quand même pu organiser aujourd'hui 2 événements, et pourtant on est dans ce contexte justement de cette fameuse crise sanitaire. Mais l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est de la stagnation que je n'aime pas, c'est justement des ambitions, l'enthousiasme qui me mènent de dire tiens, voilà, j'ai un certain nombre d'expériences et d'expertise en toute modestie, eh bien il va falloir changer le cadre et passer pour l'entrepreneuriat. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous avez peut-être une toute dernière question. Bonjour, je vous remercie pour votre temps. J'ai une question concernant Provençon. Vous avez parlé tout à l'heure de yield management. Comment vous arrivez à jouer sur la marge bénéficiaire sans toucher vos coûts fixes ou sans influencer votre marge bénéficiaire? Question, encore une fois. Et une autre question, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que au niveau du taux de remplissage, est-ce que vous avez trouvé dans une situation de taux de remplissage élevé, et comment vous avez réagi avec la clientèle qui ne trouve pas leur place sur D'accord. votre Je vais commencer peut-être par cette question. Je vais parler de ce qu'on appelle le overbooking. D'accord? Alors ça, non, nous on n'a jamais vu ça. Pour la simple raison, c'est que là, on parle de gestion de disponibilité. Avant, si vous voulez, quand il y avait au début des centrales de réservation, ce qu'on appelle les OTT, on agencies, alors il y avait, donc, quand vous êtes sur 3 ou 4 canaux, vous recevez une réservation via un canal, vous êtes obligé d'aller la fermer sur les autres canaux. D'accord. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le channel manager. Alors, le channel manager, lui, il va gérer l'ensemble de vos disponibilités. C'est-à-dire une réservation qui tombe sur Booking, par exemple, elle est retirée de ce qu'on appelle le contingent de l'ensemble des centrales. D'accord. Et ce qui est très intéressant, plus aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas uniquement du channel manager, mais on parle d'une intégration du channel manager vers ce qu'on appelle le PMS, Property Management System. C'est-à-dire qu'on n'avait plus rien à faire. En fait, d'ailleurs, ça c'est une évolution extraordinaire qui a beaucoup aidé les hôteliers à justement avoir un gain de temps énorme. Parce qu'avant, vous devriez justement, une fois que la réservation tombe, vous devriez l'inscrire sur le planning, qui avant était au-delà du planning sur Excel. Même si on avait un PMS, on devrait l'inscrire. Aujourd'hui, non. La réservation tombe, il y a toutes les informations qui s'inscrivent directement sur le PMS. Et la réservation, la chambre, enfin, les informations, le numéro de téléphone de la personne, l'adresse email et autres. Donc, avoir un overbooking avec un tel outil, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce qu'en fait, votre disponibilité réelle, elle est toujours mise à jour. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas possibilité d'avoir un overbooking. Maintenant, si jamais vous tombez sur ce, parce que bon, même si on n'a pas ce problème, si jamais on est sur ce, c'est très simple. Vous êtes obligé de déloger la personne. Alors, pour la déloger, il faudra la surclasser surtout. Hein, vous êtes dans une catégorie d'hôtel, eh bien, votre partenaire va vous, enfin, c'est dans les conditions d'ailleurs. Si vous ne pouvez pas honorer cette réservation, il va falloir surclasser le client, c'est-à-dire peut-être un établissement similaire, mais avec un surclassement sur une suite ou autre. Maintenant, il faudra que cette personne l'accepte aussi. C'est vrai. Bon, je suis tombé sur des situations pareilles auparavant, parce que bon, j'étais dans un hôtel, on avait 250 chambres, il y avait un grand effort. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait, en fait, c'est ce qu'on appelle la gestion des allotements. Je ne sais pas si vous avez une idée sur cela. Eh bien, vous avez un tour opérateur, je vois le soleil, donc, eh bien, justement, moi à l'époque, on avait des partenariats avec nos confrères, parce que c'est très important.
D'accord? L'établissement voisin, c'est pas un concurrent, c'est un confrère, évidemment. C'est un concurrent, bien évidemment, mais il faut avoir cette relation amicale, cette relation de collaboration. Le jour où j'ai un problème, je vais déloger vers cette personne et puis demander peut-être un VIP ou autre pour justement, parce qu'encore une fois, c'est votre réputation qui est mise en jeu. La première question, c'est que vous parlez du duel management, c'est ça. Alors, il y a le management. Moi, je ne touche pas beaucoup au prix, en toute sincérité, parce que je trouve que c'est, en fait, passer par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes sur un tarif de 1500 dirhams, et vous décidez du jour au lendemain de faire votre tarif à 800 dirhams. C'est juste incohérent. Incohérent parce que, encore une fois, quand on parle de l'algorithme, même lui va me dire que c'est pas possible. Quand vous allez pouvoir revenir à vos tarifs, non, vous n'êtes pas dans la gamme en fait de ces prix. Parce que les recherches en fait sont faites par rapport au prix que vous cherchez, eh bien ça va prendre beaucoup de temps, et après, en fait, quand on fait ça, pour moi c'est une erreur. Sur le management, on peut peut-être travailler sur des petites différences, c'est-à-dire je parle de 100 dirhams, 200 dirhams au grand max, mais plutôt jouer sur ce qu'on appelle les added value. Je peux laisser peut-être le même prix et dire que j'ai le petit déjeuner qui est offert. Si le petit déjeuner n'était pas inclus, par exemple, et jouer sur le mot. Au lieu de dire c'est inclus, je vais dire offert. Je vais peut-être offrir un transfert depuis l'aéroport. Vous voyez, je préfère ceci pour que le client, en fait, qu'est-ce que vous faites pour le client? Il faudra le laisser comparer ce qui est comparable. D'accord? Donc il va voir, par exemple, il y a deux établissements, le même établissement va m'afficher 120 €, par exemple, l'autre va m'afficher 120 €, à la différence que sur le premier, j'ai la taxe de séjour qui est en sus, sur le deuxième, la taxe est comprise. Si on parle que sur 5 € par exemple, là je parle d'un clientèle international, sur une semaine, ça fait quelques dizaines d'euros, et pour lui, il a gagné ça. Je préfère ceci, lui offrir par exemple un dîner du premier jour. Il faudra voir justement qu'est-ce que cela va me coûter. Si vous avez un bon chef de cuisine, il va vous donner ce qu'on appelle le food cost de ce plat, et puis ça serait peut-être 100 ou 150 dirhams maximum que je vais perdre sur une nuit, alors que le client, par exemple, je vais dire, tiens, pour bénéficier de ce prix, j'ai ce qu'on appelle un minimum stay de 3 nuits, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça, mais baisser les prix, non. Prendre en considération la concurrence, bien évidemment, mais il faut jouer sur une centaine de dirhams, pas plus. Je dois remercier beaucoup, M. Moustapha Lameri.